Bienvenue dans Big Boss. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le secteur de la mode et de l'industrie textile Made in Brussels. La fondatrice de la marque Horta est avec nous, Marion Scott-Hutton. Bienvenue. Merci, bonjour Marion. Alors, Horta sans H, je précise, mais allusion quand même au célèbre architecte bruxellois à qui l'on doit l'Art Nouveau. Tout à fait. Lorsqu'on a monté Horta il y a 6 ans, on a créé Horta, il y a 6 ans, on avait vraiment envie d'une consonance belge. Moi, je suis lilloise d'origine, mais belge depuis 12 ans maintenant. Et j'avais envie d'une vraie marque belge qui s'exporte à l'international, mais ça, on ne savait pas encore lorsqu'on l'a fondée. Alors, on n'est pas seul en plateau, puisqu'il y a également avec nous Maxime Paquet, journaliste à l'ICO. Bonjour. Alors, Horta, c'est un acronyme pour Objectif responsable, tendance abordable. L'industrie textile qui devient éco-responsable, c'est tendance ? Oui, alors on n'y est pas encore. Clairement, le secteur a de gros problèmes, de gros défis devant lui. Mais effectivement, il y a de plus en plus de marques, d'entreprises qui se créent, en Belgique, en France notamment, de plus en plus de production de vêtements qui se fait en Europe, en France, au Portugal à nouveau. C'est des défis qui sont effectivement prégnants dans ce secteur de la mode, qui font partie de l'ADN d'Horta aussi. Bien sûr. Et vous n'êtes pas seul à la barre de ce projet, si j'ai bien compris. Nous sommes 2 à la tête de ce projet, avec Gauthier qui est mon compagnon de vie, associé de vie, Gauthier Prouveau. Et donc on a fondé, moi j'ai commencé toute seule parce que je me suis lancée en tant qu'indépendante avec un grand projet de montée une marque éthique. En découvrant ce qui se passait dans les usines à côté de chez nous, entre la France, la Belgique, le Portugal et l'Italie. J'ai vraiment découvert un secteur que je connaissais pas du tout et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Puis je me suis lancée seule en tant qu'indépendante, mais lui il m'épaulait tous les soirs en rentrant et tous les week-ends parce qu'on s'arrête pas quand on est indépendant. Et 3 ans après, il nous a rejoints. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne, nous avions envie de mieux vous connaître, Marion Scott-Hutton. Et pour cela, nous avons fait appel à votre meilleure amie. Effectivement, Fanny Duvaux nous en dit plus sur vous. On regarde. Alors Marion, on s'est rencontrés il y a 15 ans à l'Institut catholique de Lille. On avait 19 ans, on voulait se lancer dans la communication. C'était une très bonne élève. On n'était pas forcément très studieuses toutes les deux, mais on était assidus, on allait en cours. Elle est devenue fille au pair aux États-Unis, puis ensuite à Londres. Et c'est là où elle a rencontré Aliénor. C'était sa coloc et la sœur de Gauthier. Et c'est comme ça que Marion a rencontré Gauthier, qu'elle s'est retrouvée après à Bruxelles. C'est vraiment la fille à la fac qui s'habillait bien. Elle avait toujours ce petit détail sur elle. On se dit, ah ouais, stylée la fille. On bossait toutes les 2 au Printemps. Printemps, c'est un grand magasin à Lille. Elle bossait au rez-de-chaussée aux accessoires. Elle est très vite devenue responsable de son corner. Son papa était dans le textile aussi. Ouais, la mode, ça a toujours été son truc. Elle est drôle et elle est surtout très généreuse. C'est quelqu'un de très organisé. Elle se fait des to-do list. En fait, elle s'est amusée à étiqueter tous les objets de sa maison. En fait, Marion, c'est quelqu'un d'hyperactif. On lui dit qu'elle a son curseur dans sa tête et parfois, elle se prend des murs et est persuadée qu'elle est hyper forte en mime. Et à chaque fois, on lui dit que c'est pas terrible. Marion, elle a une autre passion, c'est la décoration. Elle adore la déco, elle adore chiner. Si jamais il y avait un après Horta, je pense qu'elle pourrait peut-être lancer une activité dans la décoration. Ouais. Allez, Fanny qui vous lance quelques petits scuds là, mais qui vous ont bien fait rire. Oui, merci pour cette active. Surprise. C'était vraiment trop chouette de l'avoir ici. Je m'y attendais vraiment pas, donc merci beaucoup. C'est vraiment votre meilleure amie. Ouais. Alors, elle dit la déco, c'est vraiment un secteur qui vous intéresse. Je crois même que vous avez fait quelques tentatives à travers Horta. C'est correct alors, on essaye tout à fait. Encore une fois, là, cet hiver, on a rencontré une entreprise, un atelier de confection qui produit de la céramique fait en France. Et puis on a été à leur rencontre. Et encore une fois, c'est au-delà du vêtement, au-delà du produit, finalement, c'est des rencontres que l'on fait. Et je suis tombée amoureuse de cette équipe. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire autour des fêtes. Aujourd'hui, on est installé au niveau retail. On a notre boutique. On a des pop-up stores qui ouvrent un peu partout en France et en Europe. Donc on a testé. En fait, on teste and learn. Et il y a un lien naturel, en fait, avec le secteur de la mode. C'est-à-dire qu'il y a plein de grands acteurs qui font à la fois de la déco et des vêtements. Ça veut dire que c'est encore dans vos plans de lancer les articles de déco dans les années qui viennent ? Tout à fait. C'est encore dans nos plans. On a aussi, en exclu, on lance nos premières gammes de bijoux faits en France à partir de ce printemps. Et donc, on essaye. On a une communauté qui nous demande, qui nous fait des demandes. Donc, si on trouve les entreprises, on n'hésite pas.
Mais revenons au textile. Vous êtes quand même un petit peu tombée dedans toute petite, puisque dans votre famille, on était déjà dans l'industrie textile. C'est ce que nous confie en tout cas votre amie. La mode, c'est votre truc. Mais de là à en faire une mode éthique, quand vous étiez un peu fashion victime étant adolescente, on peut dire ça? Alors justement, c'est grand c'est écart. gentiment dit de la part de Fanny. Alors moi, mon papa travaillait pour des gros groupes industriels, mais était plutôt dans la logistique, dans le cintrage, etc. Moi, j'ai surtout vu un papa qui m'a vraiment appris à travailler, donc vraiment le goût du travail, se lever à 6h du matin, travailler en usine, etc. C'est ce que j'ai appris. Et j'ai aussi des parents qui m'ont mis dans des très bonnes écoles, mais qui ne voulaient surtout pas m'habiller dans des très belles marques de vêtements. Et donc, j'avais des petites astuces pour avoir toujours le petit détail, etc. Et donc, je pense que ça m'a donné envie surtout de créer une marque abordable dans un premier temps, parce que je connaissais pas ce qui se passait derrière la création d'un vêtement, mais surtout abordable au plus grand nombre. Parce que j'étais à l'école et je pouvais pas m'habiller comme mes copains. Donc, j'avais la chance d'avoir l'humour. Pour faire la différence, mais je me disais toujours j'aimerais bien être comme eux, pouvoir acheter cette marque, et donc c'est ce que j'ai voulu aussi créer à travers Horta. Donc il y a un passif de textile clair et naturel, de la débrouille, on a envie de travailler. Exactement. Okay. Mais ça veut dire que le textile durable, il vient que dans un second temps en fait. Dans un second temps, lorsque je découvre ce qui se passe dans les usines. Et je découvre notre savoir-faire en Europe, et je découvre aussi qu'il n'en reste pas beaucoup. Alors, il n'en reste pas beaucoup, mais vous en avez trouvé plusieurs qui vous suivent. L'aventure Horta, elle démarre effectivement dans votre appartement Excel, il y a plus de 6 ans. On est en 2017. Aujourd'hui, une trentaine de personnes travaillent à vos côtés au siège de l'entreprise qui est basée à Saint-Gilles. Alors, en plus de votre e-shop, vous avez ouvert votre première boutique physique, avenue Louise. Mais avant d'arriver à cette boutique, vos vêtements sont passés par des ateliers de confection, forcément. Et le premier qui a cru en vous, c'est un atelier basé à Roubaix, une ville riche au passé industriel dans le textile. Et ce n'est sans doute pas un hasard. On regarde. Dans cet atelier familial, une dizaine de couturières sont au travail. Sous leurs doigts, des tissus ornés de sequins se transforment en vêtements de fête pour Horta. Nous sommes à Roubaix, en France, et c'est ici que la marque de prêt-à-porter bruxelloise produit ses tout premiers modèles il y a 6 ans déjà. Horta a connu une croissance phénoménale, donc ça m'a permis de passer de 8 salariés à 14 salariés. Ce qui est spécial avec Horta, c'est qu'on a démarré dans l'entrepreneuriat, Marion et moi, au même moment. Donc on a un peu grandi ensemble et c'est par nos échanges, nos galères et nos réussites qu'on s'est construit notre personnalité de chef d'entreprise. Et c'est un peu ça aussi le lien fort qu'on a. Non, je pense qu'il me manque une pièce encore comme celle-ci, en plus, parce que j'aurais aimé isoler les monteuses proto. Ce matin, la gérante de l'atelier a rendez-vous avec la responsable du développement de la production d'Horta. Sur une année, sortent pas moins de 11 collections. On évite que ça passe au bureau, juste parce qu'en fait, ça fait un envoi en plus et que du coup, ça coûte cher et c'est pas écolo. Ouais. Ensemble, elles vérifient où en est la production des prototypes de la collection printemps-été. C'est une taille de chaque, un XS, un S, un M, un L, un XL, qu'on va venir vérifier, mesurer, pour vérifier que ça soit en fait conforme à ce qu'on a validé en amont. Nouvelle recrue de l'équipe Horta, Marion a débuté sa carrière au sein de grandes marques de luxe. Proposer des vêtements tendance à des prix accessibles à tous, la philosophie de la marque bruxelloise, c'est ce qui a séduit la jeune Française. Le luxe, même si je l'adore, c'était très segmentisé dans mes missions et je ne pouvais pas avoir un réel impact au niveau, on va dire, éco-responsable. Alors que je sais qu'Horta, en accédant et en travaillant pour une entreprise comme celle-ci, chaque étape est importante pour éviter en fait le gaspillage. Éviter le gaspillage, c'est la mission d'Élise, la modéliste qui va construire le patron. Est-ce que tu as d'autres produits dans ce tissu, tu sais, pour l'optimisation du placement ou tu n'as que celle-là pour l'instant? Donc Horta nous envoie des fiches pour les nouvelles collections, donc on reçoit des fiches avec les mesures souhaitées, qui sont les mesures des clients Horta. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on débriefe aussi sur tous les points clés où, à force, je sais qu'elle doit faire attention, l'optimisation du tissu, les mesures, L'optimisation du temps en production. L'optimisation du temps en production parce que ça influe beaucoup sur le prix aussi. Une éco-responsabilité
qui s'est construite au fil des ans chez Horta. Derrière moi, il y a pas mal de vieux tissus qu'on n'utilise plus vraiment et qu'on va essayer de recycler en fait, pour faire des petits accessoires, etc. Parce qu'on ne jette absolument rien chez Horta. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que ce que vous voyez derrière moi, c'est plus les anciens tissus qu'on utilise moins. Actuellement, Horta travaille avec près de 400 couturières dans une cinquantaine d'ateliers répartis en Europe. Leurs vêtements sont produits non seulement en France, mais aussi au Portugal, en Italie, en Espagne ou encore en Roumanie. Et depuis peu, pour atteindre son objectif, Horta propose aussi des vêtements en viscose européenne. La matière première est récoltée au cœur des forêts autrichiennes et allemandes. Aujourd'hui, on a un volume de tissu qui est bien plus important et donc on a pu faire tomber des barrières d'entrée qui n'étaient pas là à l'époque. On a pu commencer à développer nos propres tissus aussi et on a pu commencer à aller vraiment loin dans la chaîne de production de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire juste de la confection et de ce qu'on appelle l'ennoblissement, c'est-à-dire tout ce qui est imprimé et teinture de tissu, on va vers le tissage, vers la filature et même vers l'agriculture. C'est vraiment vers la matière première qu'on veut aller chez Horta, essayer de maîtriser toute la chaîne de production de l'agriculture jusqu'à la confection finale. Dans un milieu très concurrentiel, ces choix semblent payants. En 2023, Horta a enregistré un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros sans aucune levée de fonds. Et je sais que vous êtes fiers de cela, hein, sans aucune levée de fonds. Alors comment on fait quand on démarre, qu'on n'est pas du secteur, on est toute jeune et on doit se lancer? Et comment on fait pour convaincre qu'on peut y aller Alors, il faut beaucoup croire en soi, je pense. C'est notamment des personnes comme Laetitia qui m'ont donné ma chance, qui m'ont ouvert les portes de leur atelier et qui m'ont permis de confectionner les premières pièces. On a la chance, on parle souvent des réseaux sociaux comme quelque chose de négatif. Moi, ça a été extrêmement positif parce que ça a permis à quelqu'un comme moi, qui était ni influenceuse, ni dans la mode, ni dans la presse, de pouvoir débuter de zéro. J'avais 35 abonnés. Aujourd'hui, on est plus de 220 000 sur Instagram, uniquement sur Horta. Et donc, c'est une communauté qui m'a donné ce pouvoir et qui a vraiment été extrêmement fidèle à la marque. Aujourd'hui, on a plus de 75% de taux de réachat. On a été à 83% pendant plus de 4 ans. Donc, on a vraiment une communauté forte qui nous porte. Le taux de réachat, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que combien de fois la cliente réachète. Et donc, c'est 7 fois sur 12, on va dire, sur l'année. Tout donc, ça avec des followers, les réseaux sociaux, un e-shop. Mais malgré tout, il y a peu de temps, vous décidez d'ouvrir une boutique physique à Bruxelles. Pourquoi? C'est ça, en fait, on avait donc cette communauté qui nous portait et puis on a organisé un pop-up store dans nos bureaux. Donc voilà, on a l'habitude de faire des plans B, des plans C, des plans D, on déménage les bureaux et puis on ouvre. On permet aussi à toute cette communauté qui n'ose pas passer le pas de l'Internet, de commander en ligne malgré que les retours soient gratuits. Ça fait peur, donc... On a mis en place le système de pop-up store et lorsque je fais un point avec ma responsable retail, elle me dit une cliente sur 2 Belges nous demande d'ouvrir une boutique. C'est cette communauté qui m'a portée, je suis à l'écoute et je me pose très peu de questions, je fonce en général. Le midi, je suis allée manger un sandwich en me baladant avenue Louise. Il y avait une boutique qui venait d'être libérée par une grande enseigne. J'ai pris ça comme un signe et 3 mois après, on ouvrait. Mais donc c'est encore nécessaire aujourd'hui d'avoir une vitrine physique? Oui, je pense que c'est un vrai... on peut pas faire l'un sans l'autre. Pour débuter, moi j'aurais pas eu les moyens du tout au début, mais aujourd'hui pour grandir et pour avoir accès à une certaine clientèle, et aussi si on s'adresse que à cette clientèle qui vient des réseaux sociaux, alors on va pas vraiment faire changer les choses. Et aujourd'hui être à côté dans une rue, dans la rue Jean Stas, à côté de très très grandes enseignes, ça permet de changer les codes. On a souvent des vitrines avec des mots forts, où on explique notre travail, etc. Et ça permet vraiment, cette population justement d'avoir accès à ces produits fabriqués en Europe près de chez nous. Alors on parle d'une success story, mais vous avez eu quand même pas mal de galères. Vous les avez d'ailleurs partagées avec vos clientes, notamment votre partenaire dans les affaires et votre mari qui tombe malade. Vous avez pensé à un moment donné tout arrêter? J'y ai pensé bien... J'ai pas eu le temps d'y penser, je pense. J'étais enceinte de 8 mois, nous étions 3 à l'époque. En l'espace de 6 mois, on est passé à 15. Donc tout a été très vite. Mon mari, effectivement associé, qui venait de rentrer à temps plein, a été hospitalisé pour un cancer leucémie, donc un cancer du sang qui se soigne dans une chambre stérile. Et donc j'ai été portée par cette communauté aussi qui a été présente, par mes équipes qui ont été incroyables, mais aussi par mes usines qui m'ont appelé un par un et qui m'ont dit on est là, on sera là. On lâche pas. Et on lâche pas. Et ça a été, elles ont été une force incroyable. Donc
Donc non, c'est plutôt une fierté. Et puis mon associé a eu plein d'idées dans ses chambres stériles et nous a permis aussi, m'a porté et m'a donné envie de continuer. Dont notamment, je ne dis pas que ça a été créé dans une chambre stérile, mais ce projet de viscose 100% européenne. Tout à fait. Voilà, ça c'est un peu la petite révolution. Quand on pense viscose, moi je me souviens années 70, les petits soupules qui grattent. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans cette viscose? Alors en fait, Gauthier a toujours voulu, lorsqu'on a eu cette idée de projet d'Horta, on a vraiment pu accéder justement à ces usines, à ces ateliers proches de chez nous, en France, en Belgique, au Portugal, dans un premier temps. Et il s'est dit, oui, mais on veut changer les choses, on veut aller plus loin. Sauf que quand vous commencez, vous n'avez pas le choix du tissu. Donc vous faites étape par étape. Donc on a voulu confectionner proche de chez nous. Et puis Horta a une ascension assez importante. Et c'est vrai que les grands, les industriels, ceux qui fabriquent nos tissus, nous ont commencé à nous écouter. Notre voix a été prise au sérieux. Et c'est vrai que lorsqu'il a été enfermé, il s'est dit, mais en fait j'ai 50% de chance de mourir et j'aurais pas été au bout de mon projet. Je vais être enfermé là à peu près entre 6 et 9 mois. Je vais passer les coups de fil, je peux passer les coups de fil, je peux faire changer les choses comme ça. Et il a commencé à s'intéresser au chemin du tissu. Et donc, en fait, pour faire court, la viscose est faite à partir de fibres de bois. Et en fait, on s'est rendu compte que le bois venait d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et donc, avant qu'elle arrive dans notre usine italienne pour être imprimée, ça faisait 50 000 kilomètres. On s'est dit, mais ça n'a pas de sens. Et après beaucoup de mois de travail, on s'est rendu compte que en fait, c'était l'Europe qui avait créé la viscose. Et donc, toutes les entreprises existaient encore, mais elles n'étaient plus connectées entre elles. Donc, on a fait un vrai travail de connexion. De recréation de la filière. De recréation de la filière. Et donc, on a créé, 18 mois après, la première viscose européenne de l'agriculture jusqu'à la confection finale. Il y a un vrai défi, Maxime, pour l'industrie textile aujourd'hui. Le chiffre que vous avez choisi, que nous avons choisi ensemble, c'est celui qui va s'afficher tout de suite. 1,2, mais pas 1,2 francs, 1,2 milliard, de quoi? 1,2 milliard, c'est l'estimation du nombre de tonnes de CO2 chaque année qu'émet l'industrie textile. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, 1,2, 2,7, 4, ça dépend du calcul, de comment on le fait, de ce qu'on tient, de ce qu'on prend en compte. Mais grosso modo, là où il n'y a pas de débat du tout, c'est sur le fait que l'industrie textile est l'un des secteurs les plus polluants. Et on ne parle pas de la consommation d'eau ici, on ne parle pas des conditions de travail, on parle vraiment juste des émissions de CO2, ce qui est déjà assez complexe. Et face à ce constat-là, implacable, il y a effectivement de plus en plus de marques, d'entreprises qui se lancent avec la volonté de mettre sur le marché des vêtements plus solides, plus locaux, plus durables. Mais est-ce que cet argument de la durabilité, il suffit aujourd'hui pour prendre des parts de marché dans ce secteur du textile? Nous, c'est vrai qu'on a joué le jeu de la transparence. En fait, d'amener les clientes avec nous dans les usines. Comme je vais voir très régulièrement mes usines, je montre ce qui se passe derrière, en fait. Donc, c'est plutôt... Nous, je cherche aujourd'hui à éduquer à travers les réseaux sociaux. Pour que la cliente, quand elle se retrouve face à une étiquette, face à une autre enseigne, peu importe, elle se pose les bonnes questions. Parce qu'on est dedans, on est dans le secteur, on se pose des questions, on s'intéresse. Mais voilà, chacun son métier. Et c'est vrai que je comprends la cliente qui, quand elle se dirige, quand elle passe un moment shopping, elle n'a pas forcément l'habitude ou les codes de se poser ces questions-là. Et donc, c'est à nous d'amener ça et donc d'éduquer la cliente et de montrer que c'est possible, surtout. Mais ça veut aussi dire que stratégiquement, vous vendez plus un vêtement local en ouvrant les ateliers qu'un vêtement qui est estampillé vert et durable. Un peu des deux. Oui. Un peu des deux. Un peu des deux. On prouve aussi que c'est pas parce que, aussi à la jeune génération, on prouve aussi que c'est pas parce que vous mettez 400 € dans un vêtement qu'il est beau et qu'il est propre. Effectivement, il y a des grands acteurs qui font des grandes marges sur des vêtements qui ne sont pas forcément durables. Et c'est sans doute là que vous allez essayer de chercher des parts de marché. Tout à fait. Votre chiffre d'affaires en 2023, donc c'est presque 6 millions d'euros. Croissance assez fulgurante sur les 5 dernières années, avec presque un triplement de ce chiffre d'affaires. Quand on est actif dans un secteur dont le principal problème est la surconsommation, est-ce que grandir, s'internationaliser, c'est pas un exercice qui est un peu périlleux en soi? Alors c'est périlleux et je me suis longtemps posé ces questions-là parce que quand j'ai la jeune fille de 27 ans qui a commencé cette aventure, ne pensait pas être là devant vous 6 ans plus tard. Je me suis aujourd'hui rendu compte que grâce à Horta, en fait si Horta n'est pas là, ou d'autres enseignes, parce qu'on n'est pas les seuls et heureusement, les clientes ne savent pas où aller. Et finalement elles ont envie de consommer. Alors oui, on consomme plus en seconde main, mais on a envie de nouveautés, on a envie d'avoir cette nouvelle robe. C'est comme ça, l'humain est ainsi. Et donc c'est plutôt à nous, en tant que jeunes start-up, de s'adapter à cette consommation et d'aller proposer
autre chose. Et donc, on est hyper fiers de passer les frontières, d'être extrêmement présents au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, forcément, et de pouvoir proposer cette alternative. Ça veut dire que clairement, l'ambition, c'est de grandir au détriment de la concurrence qui fait les choses moins bien. Oui, ou c'est de grandir aussi avec nos usines. Ouais. C'est aussi nos usines en Portugal, nos usines françaises, de grandir avec eux. Moi, je grandis, Laetitia, j'ai commencé il y a 6 ans, jour pour jour avec elle. Et on grandit ensemble. Elle le disait, elle a embauché grâce à Horta. Et donc, c'est donner le pouvoir aussi aux ateliers de confection européens, ouais, de grandir. Alors, un point important quand on parle de grandir, d'être éthique, durable, c'est qu'est-ce qu'on fait des invendus. Vous produisez pas mal de vêtements. Rien que l'usine de Roubaix, c'est 85 000 pièces par an. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des invendus? Parce que ça aussi, c'est l'envers du décor et il faut respecter cet impact-là. Comment vous fonctionnez? Alors, pendant longtemps, on n'a pas eu d'invendus tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à faire face à la demande de la cliente. Et donc, lorsqu'on lançait une collection, on était sold out en 1 heure, ce qui est assez... Ce qui est un problème de luxe. Ce qui est un vrai problème de luxe, je vous l'accorde. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas eu besoin d'investisseurs, parce que c'était de l'avance de trésorerie, parce que j'ai mis en place des précommandes. Et donc, j'avais jamais de stock pendant 4 ans. Et puis, en fait, on se rendait compte que la cliente était frustrée, que la cliente n'avait pas envie d'attendre, surtout dans des mois comme le printemps, où quand il fait beau, en général, on sort la robe et on en a pour 2 semaines. Donc voilà, la cliente n'avait pas forcément envie d'attendre, donc on s'est aussi adapté à la clientèle et à notre communauté. Et donc aujourd'hui, on a un stock un peu plus important. Et donc, on organise, par exemple, là, ce week-end, on organise notre premier stock sales. Une sorte de solderie. C'est ça. On a loué Place Stéphanie, un grand magasin. Et en fait, ça nous permet, nous, d'attirer une nouvelle clientèle qui nous suit, qui nous regarde, qui a entendu parler de nous, mais qui passe pas le pas. Parce que passer le pas dans des nouvelles enseignes, c'est pas forcément évident, en fait, de sortir de ses habitudes. Et donc, lorsqu'on a cette dégriffe qui est mise en place, ça nous permet d'acquérir cette clientèle qui en fait rentre dans cette tribu Horta et qui finalement se dit finalement j'aime bien cette pièce, je me sens bien avec, finalement je vais recommander. Mais Mario, est-ce qu'on n'est pas en recommander. contradiction avec l'idée même de dire non à la surconsommation en créant ces soldes? Vous ne l'avez jamais fait, maintenant vous le faites parce que voilà, il faut écouler votre stock. Est-ce que là vous n'êtes pas en contradiction avec votre volonté d'être plus éthique, plus durable? Je comprends tout à fait votre question, mais je m'adapte aussi à un pouvoir d'achat qui a baissé. Aujourd'hui, je pense que tous les trois, on peut le dire, quand on va faire les courses, c'est pas le même prix. Et donc aujourd'hui, Horta, pour s'en sortir, et c'est ce que j'ai fait depuis 6 ans, c'est de m'adapter à une société. Et donc je m'adapte parce que, effectivement, j'ai un petit problème de stock. Je pourrais faire sans. Mais voilà, je me dis, je m'adapte, et puis je me rends compte aussi que par la suite, cette clientèle, elle est hyper contente, qu'elle va aussi consommer après chez Horta ou autre et se poser d'autres questions. Et donc, non, aujourd'hui, on essaye de s'adapter. Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser le petit stock qu'il y a comme levier pour augmenter la clientèle. Tout à fait, plutôt que ça reste aussi sur le côté, où par exemple, on organise 2 à 3 fois par an. C'est toutes nos pièces de shooting, donc souvent elles sont abîmées, ou les pièces qui sont renvoyées, qui sont un peu défectueuses, qui va manquer une étiquette, etc. Et donc on organise pendant 3 jours à Bruxelles une vente vraiment à prix dérisoire pour que les clientes puissent avoir les pièces défectueuses. Donc par exemple, nous n'avons aucun défectueux chez Horta. Ils ne sont pas stockés quelque part, c'est utilisé. Quand vous voyez les tissus, par exemple, qui se trouvent dans notre usine, c'est des exclusivités pour nos boutiques. Voilà. Et donc, on essaye de s'adapter. Et effectivement, on est dans un des secteurs les plus polluants. Et c'est pour ça qu'Horta est là, pour faire changer les choses. Un dernier point, j'aimerais aussi parler du prix de vos vêtements. Bien vous sûr. voulez qu'ils restent abordables, mais il faut quand même y mettre un prix minimum. Bien sûr. Il y a toute la problématique de comment on fait pour garder des prix abordables et pour maintenir un outil de travail et surtout des personnes à l'emploi. Je pense à ces 400 couturières qui travaillent pour vous, qui sont payées à un prix correct. Est-ce que là aussi, ça doit être compliqué d'encore avoir de la marge quand on veut maintenir ce travail efficace et payé au juste prix? Tout à fait, c'est très compliqué. Par exemple, j'ai le pull Gabin qui représente plus que 8% de mon chiffre d'affaires global aujourd'hui sur moi. Il est vendu à 135 €. C'est 70% de laine. C'est fait au Portugal. C'est remaillé à la main. Il est à 135 €. Il devrait être à 200, pour être honnête. Mais j'ai fait ce parti pris au début. Vous savez, quand vous commencez sur votre table de cuisine, vous vous rendez pas compte de tous les frais qui seront additionnés. Et j'avais envie d'être le plus abordable possible par rapport à mon enfance aussi personnelle, mais aussi parce que je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on allait chercher la clientèle. Et donc, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'Horta a eu une croissance ainsi. Et donc,
je veux toujours, chaque personne de la chaîne est toujours bien payée. Je vous amène à venir au Portugal, je vous ai emmené en France, mais à venir Ça, au vous vous en Portugal, portez garante? je m'en porte garante, vraiment. Mais quand vous dites c'est 135 € aujourd'hui, ça devrait être 200, ça veut dire en fait que vous reniez sur votre marge par rapport aux standards de l'industrie textile. Je renie sur ma marge pour être le plus abordable possible. Parce qu'en fait, la clientèle, si elle va une marque très connue, elle va pas hésiter à passer le pas. Chez Horta, elle va prendre plus de temps. Chez une nouvelle marque, elle va davantage douter parce que c'est une marque en ligne, parce qu'elle n'a pas forcément des magasins partout dans toutes les villes de France ou de Belgique ou peu importe. Mais voilà, donc il faut se battre contre ça. Et donc j'essaye toujours, en tant que femme, chef d'entreprise, en tant que consommatrice, de m'adapter, de regarder ce qui passe autour de moi et de m'adapter à cette clientèle pour faire mon petit bonhomme de chemin. Merci Marion Merci à vous. Scottotten d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci Maxime Paquet Avec grand aussi plaisir. d'avoir apporté votre éclairage. C'est déjà la fin de cette émission. On est toujours frustrés un petit peu à la fin, mais continuez à nous regarder aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt.